Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2022. Alors je suis le professeur Fabien Doguet, je suis chirurgien cardiaque à l'hôpital privé Jacques Cartier à Massy et je suis accompagné du professeur Christophe Tribouillois qui est cardiologue au CHU d'Amiens. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de l'insuffisance mitrale primitive et notamment quand opérer les patients asymptomatiques. Alors Christophe, peut-être un petit rappel des symptômes. Comment on définit un patient asymptomatique? Comment on s'assure qu'il est asymptomatique? Alors c'est un point essentiel dans ce problème de l'insuffisance mitrale primaire asymptomatique. En effet, le patient doit être vraiment asymptomatique. Alors chez certains patients, on a un interrogatoire très fiable, mais assez souvent, on a un petit doute. Et au moindre doute, il faut bien vérifier que ce patient atteint d'une insuffisance mitrale sévère soit réellement asymptomatique. Et là, on se tourne vers un test d'effort, une échocardiographie d'effort, une épreuve d'effort cardio-respiratoire, enfin une évaluation à l'effort pour confirmer ce caractère asymptomatique. C'est essentiel car si le patient a une insuffisance mitrale sévère et qu'il est symptomatique, on ira à la chirurgie sauf contre-indication. La question ne se pose plus. La question ne se pose plus. Finalement, donc une fois qu'on a face à un patient asymptomatique avec une insuffisance mitrale, l'examen clé, ça reste l'échographie cardiaque. Oui, l'écho est essentiel. L'écho va nous confirmer la sévérité de l'insuffisance mitrale, donc il faut que l'insuffisance mitrale soit sévère, va nous montrer le retentissement sur le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les pressions pulmonaires, et puis, point essentiel, va déterminer le mécanisme de l'insuffisance mitrale, parfois avec une échocardiographie transœsophagienne en complément, et ce qui nous amènera à discuter des possibilités de plastie mitrale, point essentiel quand on discute cette chirurgie chez un patient asymptomatique. Donc on ira assez facilement à l'ETO, finalement, parce que c'est ça qui va donner les critères de prédictibilité de la réparation, finalement. Alors, tout dépend des équipes. Pour certaines équipes, le transœsophagien est systématique. Pour d'autres, quand on a toutes les réponses à nos questions en transthoracique, on ne fait pas systématiquement le transœsophagien, qui sera toujours fait de toute façon au bloc opératoire. Alors, du coup, sur quels critères on va décider qu'il faut opérer, notamment avec ces nouvelles recommandations qui sont sorties quand même il n'y a pas très longtemps? Il y a eu des petites modifications quand même. En effet, les nouvelles recommandations européennes concernant les valvulopathies sont sorties en septembre dernier, avec des modifications relativement importantes dans ce domaine de l'insuffisance mitrale primaire asymptomatique. Alors, point essentiel, et je m'adresse aux chirurgiens, la réparation valvulaire est mise très en avant. C'est une classe 1, quand elle est réalisable bien sûr. Et avec un résultat à long terme satisfaisant. Donc là, le rôle de l'échocardiographie est de l'expérience du chirurgien. Ensuite, en termes d'indication opératoire chez le patient asymptomatique, on intervient plus précocement en termes de retentissement ventriculaire gauche, avec une indication de classe 1, dès que le diamètre télésystolique VG dépasse 40 mm, ou que la fraction d'éjection devient inférieure à 60%. Donc c'est plus précoce que dans les précédentes recommandations, où c'était 45 mm, et ça représente beaucoup de patients. Ça, classe 1. Après, on a deux recommandations de classe 2A, et là aussi, il y a des avancées. La chirurgie, qu'elle soit réparation ou remplacement, est envisagée si le patient fait de la fibrillation atriale a priori reliée à la valvulopathie mitrale, ou s'il a une hypertension artérielle pulmonaire avec une pression artérielle pulmonaire systolique de plus de 50 mm de mercure. Et si l'on pose l'indication sur cette seule pression artérielle pulmonaire systolique, il faut faire un cathétérisme droit pour bien vérifier que l'échocardiographiste ne s'est pas trompé. Deuxième indication de classe 2A, et là, elle n'est envisagée que si on peut faire une réparation valvulaire, donc discussion écho-chirurgien, échocardiographie chirurgien. Sur la faisabilité. Et ça, c'est un élément nouveau extrêmement important, c'est l'oreillette gauche. Et on sait maintenant que l'oreillette gauche est un paramètre pronostic fondamental dans l'insuffisance mitrale primaire. Et quand le diamètre, le volume de l'oreillette gauche dépasse 60 ml par mètre carré, c'est une indication de classe 2A, ou le diamètre avec ce vieux mode TM de plus de 60 mm. Dernier point, pas tout à fait le sujet, mais regardez la tricuspide. La tricuspide, le chirurgien le sait. Et dès que l'anneau est dilaté, ou les patients qui font de la FA, ne pas hésiter à mettre une annuloplastie, de mettre un anneau tricuspide, parce qu'on voit de nombreux patients à distance
qui installent des insuffisances tricuspides sévères qui font discuter une procédure de correction à distance. Et donc l'annuloplastie, c'est un point fondamental. Et c'est d'autant plus important que finalement, enfin là c'est le chirurgien qui parle, c'est qu'on en a besoin pour la planification opératoire, notamment si on fait une chirurgie mini-invasive, etc. Sur la cannulation, etc. Ça peut avoir une importance parce qu'on ne va pas tout à fait s'y prendre de la même manière. Donc c'est important d'avoir une évaluation de la tricuspide avant. Alors si l'IM elle est sévère, est-ce qu'il faut opérer si on n'a pas tous les critères ? Alors, sur une IM sévère et un patient qui est... voilà. Alors on se dit qu'on a envie d'y aller. C'est le sujet controversé depuis plusieurs années. Les Américains, chez les patients à très faible risque opératoire, avec un résultat a priori excellent de la plastie mitrale, proposent en classe 2A d'opérer avant ces critères, notamment de ventricule gauche et d'oreillette gauche. Les Européens sont plus prudents, notamment en raison des travaux de l'équipe de Vienne. Et dans les recommandations européennes, ce qui est dit, c'est qu'il faut un essai randomisé qui puisse prouver la supériorité de cette chirurgie très précoce, early surgery pour les anglo-saxons, donc avant que le ventricule gauche atteigne les critères dont on a parlé, avant l'oreillette gauche, etc., avant la fibrillation atriale, avant l'hypertension pulmonaire. Et là, on a une étude randomisée française, un PHRC, l'étude Reverse, qui, j'espère, apportera la réponse à cette question. Ben, on le souhaite. On le souhaite. Alors, si finalement, même si le patient a une IMCA, quels les critères, on décide finalement quand même de ne pas l'opérer parce qu'il est asymptomatique, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme surveillance ? Alors oui, on a un certain nombre de patients asymptomatiques avec IM sévère qui n'ont pas les critères européens que nous devons suivre logiquement en Europe. Alors à ce moment-là, il faut les surveiller attentivement parce que l'insuffisance mitrale est une valvulopathie qui peut nous piéger, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dysfonction ventriculaire gauche qui s'installe alors que la fraction d'éjection est encore normale à l'échocardiographie. Et donc il faut les surveiller cliniquement et échocardiographiquement. Les voir tous les 6 mois en écho et en consultation, bien les interroger pour rechercher les symptômes. Les symptômes qui pourraient arriver pour le coup. Voilà, et on passe alors dans la case chirurgie ou voir apparaître en échocardiographie les critères dont on a parlé. Donc c'est des patients qu'il faut surveiller très attentivement. Comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu dans le temps, quand on avait le gaz, ouais. Et pas le four à micro-ondes. Merci beaucoup Christophe. J'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas à la regarder, la re-regarder. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation pour ces journées européennes.